J'ai écouté des milliers de personnes s'exprimer et prendre la parole en public face à moi. Ça fait 10 ans que je suis formateur en prise de parole dans le cadre de mon organisme de formation Silence. Et je dois vous dire quelque chose, il y a 10 erreurs terribles à ne pas faire quand on a à prendre la parole en public. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une grande majorité des personnes qui s'expriment font ces erreurs-là. Et je vais vous présenter les erreurs les plus courantes. En fait, il y en a 12 au total. Et il y a 9 chances sur 10 que vous en fassiez l'une d'entre elles. Or, ces erreurs peuvent totalement détruire votre prise de parole. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'en faites aucune, il y a 100% de chances que vous soyez un orateur, une oratrice hors pair. Je vous invite à écouter attentivement ces 12 erreurs et à voir si vous vous reconnaissez dans l'une d'entre elles ou si vous êtes l'un de ces orateurs hors pair. Allez, je vous les présente de la moins grave à la plus grave. Et si vous êtes prêts, eh bien on verra aussi des astuces pour les supprimer si malheureusement elles peuvent vous arriver. C'est parti. La première erreur, c'est ce qu'on appelle la concaténation. La concaténation, c'est quoi? C'est l'art de lier les idées les unes avec les autres de façon improvisée, simplement parce qu'une idée en appelle une autre et cette autre idée en appelle encore une autre. Il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de fil conducteur. C'est par exemple, si on me demande de parler d'un mot, je sais pas moi, le bonheur, je pourrais vous dire que le bonheur pour moi, c'est le fait d'être avec ma famille, avec mes amis, mais c'est aussi le bonheur du temps pour soi. Soi, c'est quoi? Au fond, c'est aussi l'art d'avoir confiance en soi. Confiance en soi égale liberté, et la liberté, c'est quoi? C'est faire ce que l'on veut quand on le peut, sans se soucier de ce que les autres pensent, et donc se libérer du regard des autres. Vous voyez, qu'est-ce que je fais là? J'exagère un petit peu, mais en fait, je suis en train de concaténer. Je lis une idée à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Génial en termes d'improvisation, super pour montrer que vous êtes capable d'improviser, donc de parler sans avoir préparé, mais très mauvais pour le public qui vous suit, qui peut être effectivement impressionné, mais qui manquera de fil rouge de structure quand il vous écoutera. Et donc effectivement, la cause c'est quoi? C'est que vous êtes soit prise au dépourvu, donc on est obligé de parler sans avoir préparé, et même au-delà de ça, c'est le fait de ne pas avoir préparé. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement pas de mettre de côté cette capacité à concaténer, mais surtout de chercher, avant même de commencer à marcher, de se dire « Ok, quel chemin je vais prendre ?» Utilisez votre Google Maps avant de commencer à vous dire « faut que j'aille là-bas ». Regardez comment faire pour aller là-bas. Et votre Google Maps en matière de prise de parole et d'art oratoire, c'est quoi? Ce sont des structures. Et une structure qui marche bien quand on a à parler sur un sujet qu'on n'a pas eu le temps de préparer, c'est par exemple la structure thèse, antithèse, synthèse. D'un côté, je pense que, de l'autre côté, je comprends qu'on peut penser que. Enfin, au fond, le sujet, c'est par exemple sur le bonheur, je pourrais vous dire, d'un côté, le bonheur, c'est quoi? C'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Après, c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi se dire que la liberté poussée à l'extrême peut être assez effrayante. Si on peut faire tout ce qu'on veut, est-on vraiment heureux? Et donc, si j'y réfléchis vraiment, le bonheur, au-delà de pouvoir faire ce qu'on veut, c'est choisir. Choisir à la fois de s'obliger à faire certaines choses, choisir d'être libre quand on le veut vraiment. Vous voyez ce que j'ai fait pour improviser? J'ai suivi un chemin plutôt que je ne me suis laissé aller à concaténer. Je vous invite à remarquer ça chez vous, mais aussi chez les personnes que vous écoutez. Vous allez voir qu'on a beaucoup tendance à faire ça, surtout quand on est pris au dépourvu et c'est dommage, ça nuit à vos qualités d'orateur. La seconde erreur, elle est terrible parce que 98% des gens en souffrent. Et j'espère que non parce que on se connaît depuis un certain temps maintenant, mais je sais qu'il y a des chances que vous en souffrez aussi, parce que je sais que ça peut m'arriver également. C'est quoi? Je vais vous en donner un exemple plutôt que de vous le dire tout de suite. C'est par exemple, je vous parle et en fait, je vais avoir tendance à, si vous voulez, j'ai tendance à faire ça. Terrible. Ces mots de remplissage, ces sons de remplissage, qui sont là pour dire « je suis en train de réfléchir, me coupez pas la parole, mais on n'en a pas besoin ». Qui sont là pour dire « je veux pas perdre le fil de mes idées et quand je m'arrête de parler, j'ai l'impression que je tombe ». On n'en a pas besoin, vous n'en avez pas besoin. Si vous faites ça, c'est pour gérer une peur, celle du vide et celle de se faire couper la parole. Enlevez-les. Enlevez ces mots et ces sons de remplissage qui montrent un manque de professionnalisme et qui montrent un manque de maîtrise, qui montrent que je suis en train de perdre pied et que je veux à tout prix garder le contrôle. Remarquez-les, vous allez voir qu'on est entouré de gens qui ont tendance, sans même s'en rendre compte, à utiliser ces sons, ces mots de remplissage négligents, qui rendent une prise de parole, allez, je vais rester poli, peu agréable. Et en fait, le diagnostic qu'on pourrait poser pour essayer de comprendre ça, c'est quoi? C'est que, paradoxalement, on est à l'aise avec l'idée de parler quand on est à l'aise avec l'idée de se taire. Une personne qui maîtrise l'art de parler maîtrise l'art du silence. Donc,
le diagnostic qu'on peut poser, c'est qu'on n'accepte pas les silences parce qu'on veut maîtriser, en tout cas on veut contrôler et avoir l'impression de tenir quelque chose. Et donc, si le diagnostic à poser c'est une difficulté à accepter les silences, je vous invite à apprendre à leur donner de la place. Et au fond, quand vous posez des silences, vous dites aussi au public, je vous laisse exister et je laisse de la place à l'interaction. Alors un exercice terrible que je fais en séance et que je vous invite à faire avec des personnes que vous écoutez ou même des personnes qui vous écoutent. Demandez-leur de vous dire quand vous dites et vous allez voir que on a tendance à les faire juste après le moment où on inspire ou en fin de phrase, début de phrase, fin de phrase. Donc demandez-leur de vous faire remarquer tous vos mots de remplissage, tous vos sons de remplissage. Ça va vous perturber, vous allez avoir envie de les taper, donc demandez-leur de rester à distance parce qu'après, vous voyez, je réponds de rien, hein. Moi c'est juste une technique, un exercice que je propose, c'est absolument pas une obligation. Demandez-leur de faire ça et en vrai, ils vous rendront un fier service parce que vous allez grâce à eux réaliser tous ces sons de remplissage que vous avez tendance à faire. Donc vraiment, c'est vous qui voyez, mais regardez bien les sons de remplissage, c'est vraiment terrible, ça casse cette image de professionnel et vous n'en avez pas besoin, pas vous. Ah, troisième erreur, là aussi, moi quand je la vois, à chaque fois, elle me fait mal. Elle me fait mal parce que c'est cette erreur, je vais vous dire, et je vais la faire, je vais faire comme si je faisais cette erreur. Alors bonjour à tous, je suis très content de vous parler aujourd'hui parce que, vous savez, la prise de parole, c'est un vrai sujet. Et il se trouve que quand on est orateur, quand on est amené à parler, il faut évidemment s'entraîner. S'entraîner, c'est le sujet justement de ma prise de parole. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de lire. Je suis en train de lire et en fait, j'ai tellement bien écrit ce que je voulais dire que je me suis constitué une prison. J'ai pas un support, j'ai une obligation. Je dois dire ce qui est écrit. Et ça, vous voyez, c'est dû à quoi ? C'est dû aux poésies qu'on avait quand on était au CP, en CE1, en CE2, où on nous a dit que pour avoir la bonne note, il fallait apprendre par cœur. Où on nous a dit que pour bien parler, il fallait connaître et maîtriser par cœur son sujet. Or, ce sont deux disciplines différentes que le théâtre, qui consiste à restituer une parole écrite et qui n'a pas été écrite par vous en général, et l'art oratoire consiste à réfléchir avec le public et à diffuser un message. L'idée, c'est pas de connaître exactement la façon dont je vais partager ce message, mais en ce moment, quand je vous parle, je n'ai pas appris de texte, je n'ai pas appris de support, je vais simplement avoir un chemin et suivre ce chemin. Donc, le pire des écueils, c'est de faire ce qu'on appelle de la lecture à voix haute. À la limite, donnez vos notes au public sait lire aussi. Si c'est pour lire des choses qui sont déjà écrites, vous avez fossilisé de la matière morte, votre texte, et vous le donnez à un public en vie, ça ne marche pas. Le public veut vivre des choses et des émotions, il ne veut pas, face à lui, un acteur qui passe pour un orateur parce qu'il a appris son texte. Si ça ne marche pas, ça ne marche plus. Mettez-vous juste 2 secondes dans ces situations où vous avez vu le prompteur de la personne qui s'exprime face à vous. On n'y croit plus. On sait très bien que c'est très bien écrit, que c'est trop préparé. Et donc à partir de là, on n'a pas envie d'écouter. Donc, vous ne faites pas de la lecture à voix haute, vous ne faites pas de la lecture en public. Vous l'avez certainement compris, il y a donc 3 causes. La première, vous n'avez pas assez préparé. Et donc, il y a ce besoin de s'appuyer trop fortement sur ses notes. La seconde, vous avez trop bien écrit, trop préparé. Et donc, à partir de là, votre support devient la référence. La troisième cause, c'est que vous manquez un peu de confiance en vous et que vous cherchez à vous rassurer en lisant ce qui est écrit. 3 causes, 3 solutions. La première solution, ce serait de faire la chose suivante. Je vais lire mon support, garder à l'esprit ce que j'ai lu et recracher ensuite au public ce que j'ai lu. Donc, je vais décomposer en plusieurs temps. C'est ce que font les personnes qu'on voit, vous savez, en politique. On les voit beaucoup faire des discours très bien écrits. Ils vont lire dans leur esprit une ligne et ensuite la redire à leur public pour créer au moins le semblant de relation, à défaut de réfléchir avec le public. La deuxième solution, c'est d'apprendre la structure plutôt que les mots, d'apprendre ce qui fait l'architecture de votre discours plutôt que ce qui en compose le discours, entre guillemets, plutôt que d'apprendre les mots. Essayez de retenir les idées, des bullet points, des passages, plutôt que le contenant exactement. Et puis, la dernière méthode que j'adore, c'est de répéter via ce qu'on appelle l'oral par l'oral. En fait, ce que je fais, moi, à chaque fois que j'ai un discours que je dois apprendre pour le dire, évidemment, j'ai mon discours sous les yeux, mais je ne vais pas le lire, et à chaque fois que je vais répéter en suivant des formes différentes, et donc à chaque fois, je vais avoir un produit fini différent. Et je suis à l'aise avec l'idée d'avoir un produit fini différent. Je ne vais jamais répéter plusieurs fois pour obtenir la même version, parce que le jour J sera forcément différent des répétitions qui se sont faites à huis clos, chez vous, avec aucun public. Habituez-vous à l'idée d'être toujours différent, et le jour J, ce sera, il y a des chances, encore différent. Le quatrième écueil, alors celui-là je l'adore.
Je l'adore parce que quand je le vois, en général, il en dit long sur le niveau de relation qu'une personne essaie de créer avec le public. Je le fais, je le mime, entre guillemets, et vous me dites ce qui ne va pas. Mais écoutez, bonjour à tous. Je suis très content de vous parler aujourd'hui de prise de parole parce que voilà, l'art oratoire, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on n'a pas l'occasion de travailler sur ce sujet. On essaie de gérer comme on peut. On travaille comme on essaie, c'est-à-dire voilà, quand on a du temps. Et puis voilà. Bon, vous ne tiendrez pas longtemps. Hein. Il y a des chances que vous soyez déjà partis quand on voit ça. Et je sais que ça vous fait penser à des gens qui font tellement attention au bon mot, à bien dire qu'en fait, on voit surtout l'auteur, AUTUR, on ne voit plus l'orateur. Ils parlent pour se rassurer, ils disent exactement ce qu'il faut dire, mais ils ne sont pas dans la relation. Ils ne sont pas avec vous. Et vu qu'ils ne sont pas avec vous, pourquoi vous allez vous casser la tête à essayer d'être avec eux? Ces personnes-là, pour se rassurer, essaient de se désintéresser du public. Font comme si le public n'existait pas. Pour éviter de sentir votre regard, je ne vous regarde pas. Au fond, si je fais l'autruche, si je ne vous regarde pas, est-ce que vous existez vraiment? Il y a des chances que non. Je me rassure en évitant le public. C'est peut-être la pire des choses qu'on puisse faire parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de très bons orateurs, des personnes qui savent bien parler, mais qui parleront très mal en public, qui ne prennent pas en compte 50-50, le public, l'importance de la relation, l'importance du lien au-delà des idées. Vous devez vous assurer que le fil invisible du regard, qui est au fond le fil invisible de la relation, soit tissé. Sinon, les idées ne passent pas. Pour être brillant, ça ne passera pas. Donc, il y a deux choses qui vont vous aider à vous décentrer pour vous déstresser, plutôt que de vous désintéresser pour vous déstresser. La première, c'est de se rappeler que, vous voyez, si vous étiez là à côté, qu'on était dans la même salle et que je vous parlais face à moi, je suis persuadé d'une chose qui est que je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous me regardez. Mais mon boulot à moi, c'est pas de regarder votre regard, c'est pas de regarder ce que vous pensez de moi. Sinon, on est deux à me regarder. Mon boulot à moi, c'est de m'intéresser à ce que je vois, c'est de m'intéresser à vous. Et c'est de faire de vous le centre de mon attention. Je peux être le centre de votre attention, pas de souci. Par contre, je ne dois pas être le centre de la mienne. Je ne dois pas me regarder au travers de votre regard. Je ne suis pas face à des miroirs, mais face à des tableaux, des gens qui m'intéressent fortement. Et cet intérêt me permet de me concentrer sur vous et pas sur l'intérêt que vous me donnez. Et ça, une personne qui va avoir tendance à faire l'autruche, malheureusement, s'intéresse un petit peu trop à elle-même lorsqu'elle voit des personnes qui s'intéressent à elle. Et la deuxième astuce, c'est d'essayer de regarder chaque personne 3 secondes quand vous parlez. En fait, vous allez, en regardant une première personne 3 secondes, en fait, vous lui faites une phrase, puis une autre personne 3 secondes, vous lui faites une seconde phrase, eh bien, vous allez recréer les conditions d'interaction singulières, un peu comme ce qu'on peut avoir dans nos conversations classiques de tous les jours. Si je ne regarde pas les personnes de façon singulière, je vais regarder une masse. Et si je regarde une masse, eh bien c'est là que je regarde un public et au fond, voulant regarder tout le monde, je ne regarde plus personne. Donc je vous invite à vous intéresser de manière singulière, aléatoire et hasardeuse, ça vous rappelle certainement d'autres conférences, pour vous déstresser plutôt que de vous désintéresser pour vous déstresser. C'était l'erreur numéro 4. J'ai pris un peu de temps pour en parler, mais je vous assure que beaucoup de personnes tombent dans cet écueil. Allez, le 5e écueil, malheureusement, il va vous parler aussi. Imaginez que je m'adresse à vous ainsi et vous me dites ce qui ne va pas. Écoutez, bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'art oratoire. C'est vrai que l'art oratoire est une discipline qui, pendant longtemps, a été enseignée dans le système scolaire français et qui, par la suite, à partir du XXe siècle, a commencé à être moins intéressée et moins enseignée. Enfin, les participants de ces cours à l'école se sont moins intéressés à cette discipline. Aujourd'hui, c'est vrai que l'art oratoire reprend un peu, comme on dit, à de nouveau le vent en poupe, puisque de nombreuses personnes, de nombreux formateurs, enseignants, directeurs, managers, ce que vous voulez, évoquent et ont compris l'importance de l'art oratoire. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là parce que vous voyez ce qui ne va pas, vous avez face à vous un expert monotone. Et honnêtement, j'ai presque envie de vous plaindre, parce que pour faire beaucoup d'interventions en entreprise, avec des particuliers, surtout en entreprise, je le vois très très bien. La caricature de ce manager qui n'est pas dedans, qui fait le boulot, qui prend la parole, mais qui n'est pas enivrant, qui n'est pas enthousiasmant, qui n'est pas galvanisant. On n'a pas envie de le suivre. Et ces personnes-là, malheureusement, moi je ne leur jette pas la pierre, hein. Personne ne nous a appris à parler en public, à moins que cela se soit fait dans le cadre d'une démarche personnelle. Certaines personnes ont eu la chance, peut-être l'idée, de se former et grand bien leur en a pris. Mais pour la grande majorité des gens, nous n'avons pas eu ce savoir qui nous a été donné. Et donc à partir de là, moi, je prends la parole, mais je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Parce que je pense que le plus important, c'est le fond. Et certainement que c'est le fond. Mais je vous assure qu'un fond délivré comme je l'ai fait de manière monotone,
ça ne donnera pas envie, ça n'engagera pas, ça ne suscitera pas l'adhésion parce que c'est monotone, parce qu'on n'est pas dedans. Et puis je comprends la logique aussi qui est derrière. Moi, je ne suis pas un acteur, je ne suis pas là pour faire du théâtre, je ne suis pas là pour créer des variations de voix. C'est pas moi ça, on n'est pas là pour ça, on est là pour le message, non? Eh ben non. Non, parce que le message peut être grandement magnifié par une voix multicorde ou tout sauf monotone. Et ça peut se travailler et je vous assure que ça a un impact sur le message que vous donnez. En fait, la solution, avant d'être technique, grâce à des outils d'art oratoire, elle est surtout cognitive et elle est de se dire de mettre au même plan l'information et l'émotion. Et encore plus à distance, vous savez qu'à distance, forcément, c'est très difficile de susciter l'écoute dans la durée. Et je pense même qu'à distance, il faut privilégier l'émotion à l'information. Donc, essayez de mettre les deux sur le même plan. Et si on met les deux sur le même plan, pour créer de l'émotion, je dois avoir des intonations. Et je peux travailler via des jeux de rôle pour essayer de créer des intonations quand je m'exprime. En tout cas, si la peur d'être ridicule prend le pas et limite l'expression des intonations et des émotions, rappelez-vous que si votre objectif est de faire passer un message, vous avez besoin de créer des intonations quand vous parlez. On arrive déjà au 6e écueil que vous allez reconnaître là aussi et qui consiste tout simplement à dire « Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ». Voilà. L'introduction classique. L'introduction qui ne se distingue pas de l'introduction de la personne qui a parlé avant, qui parlera après. Bref, je joue la sécurité, monsieur normal, madame normale, je fais ce qu'il faut. Et malheureusement, on ne profite pas de ce moment clé, ce début. Le début qui est le moment où l'émotion peut être très importante et ce moment où l'écoute du public est aussi clé. Et vous savez que grâce à l'effet de halo, le début va grandement influencer la suite. L'effet de halo, c'est un effet qui fait que les premières impressions ne peuvent se faire qu'une seule fois. En fait, c'est ce qui fait qu'on dit souvent qu'il n'y a qu'une bonne occasion de faire une bonne première impression. Donc, vous allez travailler votre introduction, même si l'émotion est forte, même si parfois on n'a pas trop envie d'être audacieux et on veut rentrer dans les clous, je vous invite à travailler vos intros avec cette méthode d'introduction qui va se composer de 3 à 4 éléments. Le premier, dites-vous bien que vous avez face à vous des spectateurs et pas des auditeurs. Les gens vous regardent, oui, mais vous écoutent-ils vraiment? Il y a de quoi se poser certaines questions. Si vous pouviez être dans leur esprit, vous vous rendriez bien compte que certaines personnes pensent à ce qu'elles ont à faire, aux enfants à aller chercher, aux courses à faire, mais pas forcément à vous. Ça veut dire que l'attention n'est pas donnée, elle est le résultat de quelque chose que vous allez chercher, et donc que vous pouvez commencer vos discours par « Savez-vous combien de chocolat, mon chéri, vous devez consommer pour dépasser le taux d'alcoolémie légal autorisé ?» Par cette phrase surprenante, par exemple, ici, une question. Par une question rhétorique, par une citation, par un fait surprenant, par une blague, une anecdote. Bref, dites-vous bien que vous devez faire preuve d'audace pour aller chercher l'attention du public. Évidemment, cette accroche doit être en lien avec votre sujet et avec ce que vous allez dire par la suite, mais essayez d'être audacieux, il paraît que ça marche. Suite à ça, je vous invite à évoquer et à commencer par ça, les enjeux du public. Quelles sont les raisons pour lesquelles le public est venu vous écouter? Et même si c'est de force et pas de gré, essayez de réfléchir aux raisons qui font que le public a un intérêt à vous écouter. Si vous êtes là, c'est parce que pour vous, la performance est importante. Si vous êtes là, c'est parce que pour vous, l'art oratoire, c'est clé et ça fait la différence dans votre quotidien professionnel et personnel. Et vous savez à quel point bien parler peut créer des opportunités énormes. Et une fois que j'ai évoqué les enjeux du public, je vais évoquer mes objectifs, qui, comme par hasard, sont une façon de répondre aux enjeux du public. Eh bien, ça tombe bien, parce que pendant 20 à 30 minutes, on va regarder ensemble toutes les erreurs à ne pas faire pour être éloquent et maîtriser l'art oratoire. Et enfin, une fois que vous avez évoqué vos objectifs, vous pouvez évoquer les règles du jeu. Comment l'échange va se passer? Est-ce que vous autorisez les téléphones si vous voulez être assez cadrant? Est-ce que vous évoquez la partie questions-réponses à la fin? Ou est-ce que vous laissez les participants poser des questions pendant votre prise de parole? Voilà les différents éléments qui constituent une introduction et je vous invite vraiment à vous en servir plutôt qu'à laisser l'introduction à un bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est dommage, profitez pas du début qui pourrait tellement vous apporter pour la suite de votre prise de parole. Bon, on a parlé de l'introduction. Vous devinez que pour cette 7e erreur, on va parler de la conclusion. Et vous savez, pardon d'en rire mais c'est quelque chose que j'entends tellement souvent. Donc voilà, j'étais très content de vous parler d'art oratoire et voilà. Bon, autant en sourire parce qu'on le fait tous, moi le premier, mais vous voyez ce voilà, ce qu'il montre, c'est que je ne sais pas comment terminer. Je sais encore que tout le monde a son attention braquée sur moi, je veux que ça s'arrête, donc voilà.
Je ne sais pas comment finir, donc voilà. Voilà devrait être interdit pour finir un discours. Surtout que vos discours peuvent être brillants, peuvent être géniaux, peuvent être super bien travaillés, peuvent être plein d'éloquence. Un voilà, vous venez ramener à une note sur 10 un magnifique discours que vous avez pu réaliser et délivrer. Donc, le voilà est interdit, il montre un manque de préparation, peut-être une forte émotion avec laquelle on a envie de couper. Et nous, après avoir parlé de ce diagnostic, on va parler des solutions. Et c'est Quintilien qui parle dans son livre « Institution oratoire » de la façon dont on pourrait terminer une prise de parole éloquente. D'abord, ce qu'il appelle la récapitulation. C'est le fait de rappeler le message, de dire de nouveau ce qui était important de façon synthétique et résumée. Et suite à ça, il peut y avoir deux choses, qui d'ailleurs peuvent être utilisées en même temps. L'appel aux émotions. Je vais créer des émotions positives, négatives. On peut aussi faire les deux pour jouer sur le biais de contraste. Émotion négative si le public n'agit pas, émotion positive si le public agissait. Et après avoir fait cet appel aux émotions, on peut avoir un appel à l'action. L'action, la fameuse, que l'on voulait susciter chez le public. Prenons un exemple. Imaginons que je vous dise que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je vous invite à repenser à l'importance de la cigarette dans votre vie. Je ne peux pas imaginer un monde dans lequel mes enfants fument, dans lequel leurs enfants fument, dans lequel mes petits-enfants fument, et s'interrogeant sur l'origine de la cigarette, ils remonteraient jusqu'à moi et comprendraient que j'ai perpétué à ma façon la cigarette. Moi, le monde dans lequel j'ai envie de vivre est un monde dans lequel la cigarette, le seul endroit où on en entend parler, c'est dans un musée. Le seul endroit où on sait ce qu'est une cigarette, c'est quand on va regarder les vestiges du passé. Et vu que c'est le monde dans lequel j'ai envie d'être, eh bien, je vous invite dès maintenant à arrêter de fumer. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récapitulé tout ce que j'ai dit. J'ai évoqué des émotions négatives, plus positives par la suite en projetant dans un futur positif, une utopie. Et enfin, l'appel à l'action. Terminez comme ça et vous aurez ce qu'on appelle un clap-trap, un piège à applaudissements qui va forcer le public à applaudir indirectement. Le voilà, malheureusement, ne sied pas beaucoup à vos discours que je sais brillants. Bon, le 8e écueil, on le connaît. Le 8e écueil, ce serait quoi? Ce serait de dire, écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, et aujourd'hui, on va parler de prise de parole en public. La prise de parole, c'est un sujet, mais qui est clé. Et justement, je vais vous en parler très vite, parce que j'ai peu de temps. Et donc, pour commencer, on va parler d'abord du regard. Le regard, c'est ce qui permet de créer le lien. On a envie de souffler. Là, j'ai forcé. Vous vous en doutez, j'ai quand même forcé. Mais vous en connaissez des personnes, et ça peut vous arriver, j'en suis sûr, sous l'effet du trac, sous l'effet du stress, ce cœur qui bat plus vite, ses mains un peu plus moites, qui vont donner envie d'accélérer le rythme. Inconsciemment, c'est peut-être aussi un sujet lié à l'inhibition. J'ai envie que ça soit le plus rapidement possible terminé, donc je vais accélérer. Voulant m'aider, je fais tout sauf m'aider parce que je me stresse davantage, le cœur accélère encore plus vite, et donc au final, je me stresse davantage en activant le système nerveux sympathique. Dans ces moments-là, j'aurai justement besoin d'activer le système nerveux parasympathique, le frein de l'organisme, pour ralentir malgré le stress, malgré l'enjeu. Comment faire pour activer le système nerveux parasympathique? Eh bien, une bonne pratique consiste à développer l'habitude de la respiration ventrale en parlant. Respiration ventrale, qu'on appelle aussi respiration abdominale. Vous connaissez certainement cette respiration, on en a beaucoup parlé dans des vidéos précédentes. L'idée, c'est de s'entraîner à avoir l'abdomen qui avance quand on prend de l'air et qui recule quand on expire. Beaucoup de gens, et je suis sûr que si vous regardez ces vidéos avec assiduité, vous connaissez au moins et vous savez vous en servir quand vous êtes détendu, quand le dos est calme, reposé. Par contre, il suffit d'être stressé ou de se mettre tout d'un coup à parler pour ne plus être capable de mobiliser cette respiration. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler votre respiration ventrale en parlant. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Et donc, je vous invite à regarder les anciennes vidéos dans lesquelles je parle de respiration ventrale en parlant. L'erreur numéro 9, je l'adore. Je l'adore parce qu'on tombe beaucoup là-dedans. Je vois beaucoup de clients qui en général sont brillants. Bon, des QI plus élevés que la moyenne, une capacité à réfléchir qui peut les piéger justement, qui peut augmenter considérablement l'anxiété, des personnes plus sensibles aussi. Et vous savez, on s'est tous bien fait avoir par l'école, qui nous a fait comprendre très tôt que pour être devant des gens, que pour avoir la bonne note, que pour faire plaisir aux profs, il fallait au moment où on avait à se lever, pour se retrouver devant les autres au tableau, être celui qui connaissait par cœur sa poésie. Être celui qui connaissait par cœur ce dont il allait parler. Et qui, au fond, a créé cette croyance terrible qui est que si je ne sais pas par cœur ce que je vais dire, je ne saurais pas quoi dire. Qui nie totalement le fait que nous avons des milliards de neurones qui font des milliards de liens
et qu'il est impossible au fond de ne pas avoir d'idées. Et qui nous montre une espèce d'impuissance, et cette croyance débilitante, je vous assure qu'elle est très dangereuse et qu'elle a fait passer beaucoup de gens à côté de leurs opportunités, et j'irais même plus loin, à côté de leurs vie. Beaucoup de gens talentueux qui n'ont pas pu exploiter leur talent, tout simplement parce qu'ils avaient des croyances certaines qui leur ont fait croire qu'ils n'étaient pas capables de parler sans avoir préparé, qu'ils n'étaient pas capables de parler sans avoir appris par cœur le sujet duquel ils devaient parler. Et cette croyance incapacitante les a malheureusement fait passer à côté. Alors ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, le par cœur est une très mauvaise chose. Même si vous êtes un bon acteur, on en connaît des gens qui arrivent à faire croire que c'est spontané, que c'est naturel, mais qui ont en fait appris par cœur, qui ont bossé pendant des mois et des mois. À un moment donné, on n'aura plus le temps d'apprendre par cœur. Et même apprendre par cœur va créer un stress terrible, parce que si j'ai oublié le mot, parce que si c'est pas exactement ce que je dois dire, je suis foutu. Et au-delà de ça, vous passez à côté de la relation, vous fakez, vous jouez la relation, et à un moment donné, ça va se voir. La solution, elle est simple, ça va être de s'entraîner à nager sans les pannes. La solution, ça va être de s'entraîner à parler sans avoir de support. En la matière, l'improvisation peut être très intéressante, mais un exercice très intéressant également serait de vous dire, vous ouvrez le dictionnaire, vous mettez votre doigt de façon aléatoire sur un mot, et vous devez parler pendant un certain temps sur ce mot. Le fait de faire ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez cette capacité-là de parler sans avoir à apprendre par cœur de façon intelligente. Et si en plus de ça, vous ajoutez une structure, un schéma, tel qu'on a vu dans d'autres conférences, vous allez voir que vous êtes tout à fait en capacité de dire des choses intéressantes et pertinentes sans avoir à apprendre par cœur. Le 10e écueil, il est particulier et il est en particulier propre aux très bons élèves. Vous savez, c'est le fait d'être conceptuel mais pas illustré. En fait, une bonne prise de parole, imaginez qu'elle doit avoir ces 3 dimensions. Conceptuelle, donner des idées, véhiculer des messages, illustrer, donner à voir certaines choses, donner des exemples, mais aussi émotionnel, créer du lien émotionnel, parfois faire exprès de ne pas être trop parfait, avoir du sourire, avoir de la joie, au contraire de la peur. Donc illustrer, conceptuel et émotionnel. Et ce que j'observe souvent chez les personnes qui sont très bien préparées ou très bonnes élèves, elles ne laissent pas de place à cette dimension illustrée dans la prise de parole. Elles envoient beaucoup d'idées, mais peu d'exemples. Sauf que Confucius le disait, une image vaut 1000 mots, et on retient beaucoup mieux un message qui est illustré qu'un message qui ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui tomberait dans cet écueil, admettons qu'on lui demande « Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur ?» Il vous répondrait « alors, moi pour 3 raisons, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. La première, c'est parce que l'argent n'achète pas les amis. La seconde, c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux. Et la troisième, c'est que trop d'argent égale trop de problèmes. » Vous voyez, il serait très synthétique, de peur de prendre trop de place, ou de peur d'être trop verbeux, ou de passer à côté. Alors que quelqu'un qui serait un petit peu moins expert, ou qui aurait un peu moins ce syndrome du bon élève, se permettrait, après avoir donné ses messages, de donner des exemples, de donner à voir. Par exemple, pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur ? On ne peut pas tout acheter avec l'argent. Moi, par exemple, quand j'y pense, mes amis, je ne les ai pas achetés. Ma famille, je ne l'ai pas acheté. Ma conjointe, mon conjoint, je ne l'ai pas acheté. Bref, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et ça, c'est la différence entre la valeur marchande et la valeur tout court. Premier argument. Deuxième argument, avoir trop d'argent, c'est le risque de tout perdre. Moi, ça me rappelle l'histoire d'un ami à moi, dont le grand-père avait gagné au loto, et il m'avait expliqué que du jour au lendemain, tous ses proches étaient partis parce qu'ils soupçonnaient qu'il ait gagné et qu'il ne leur ait pas dit. Et de ce même jour au lendemain, il avait eu tout un tas de gens autour de lui qui s'étaient rapprochés. Mais il a senti tout au long de sa vie, en tout cas ce qui lui en restait, que ces gens-là n'étaient pas ses amis, que ces gens-là étaient intéressés, et au fond, il a perdu toutes ses relations à cause de l'argent qu'il avait gagné. Et puis enfin, troisième argument, trop d'argent, trop de problèmes. Je vous laisse penser à toutes ces personnes, toutes ces stars, je pense à Kylian Mbappé en ce moment, qui, ayant trop d'argent, ont un peu perdu en qualité de vie. Pensez qu'on est heureux quand on doit se balader avec des gardes du corps H24, pensez qu'on est heureux quand on doit calculer le moindre de nos faits et gestes et de nos mouvements. Voilà un exemple constitué de 3 exemples pour illustrer les arguments. Et je vous invite, pour éviter cet écueil du bon élève, à accepter de mettre de la place pour ces illustrations, pour ces moments où vous imagez vos messages. Au fond, l'idée structure, mais l'exemple densifie. Allez, le 11e écueil, je n'aime pas trop celui-là et en même temps, je pense qu'il est beaucoup galvaudé. Vous savez, c'est les gestes parasites. Je parle et je vais créer des gestes du type autocontact, je me touche le visage, les mains. Ah tiens, j'ai des mains, je sais pas trop quoi en faire, je les mets dans le dos. Mais dans le dos, ça se voit parce que je les cache. Je les mets devant, je sais pas quoi en faire, donc je les savonne. Bon, le problème du geste parasite, souvent, il est évoqué à l'aune de « Ah bah ça monte ton stress ». Ouais, mais
À la limite, ça on s'en moque que ça monte ton stress, vous voyez. C'est une très mauvaise réflexion de dire à quelqu'un « on a vu ton stress parce que tu avais les mains qui se touchaient ». Quand vous faites ça, ce que vous dites à la personne, c'est qu'il faut surtout qu'elle cache son stress. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose en fait, de cacher son stress. En revanche, si vous voulez recommander à quelqu'un de diminuer ses gestes parasites, je vous invite plutôt à insister sur le fait que ces gestes parasites vont créer des alternatives d'écoute. Une alternative d'écoute, qu'est-ce que c'est ? C'est susciter l'envie au public de s'intéresser à la gestuelle et moins au fond de la parole. On se concentre sur ce que la personne fait et moins sur ce qu'elle dit. Et ça, c'est problématique. Les gestes parasites ont toujours une fonction, traiter la peur. En général, quand on est ému, quand on ressent une émotion, on a besoin de se rassurer. Se rassurer comment ? En créant du contact. On peut aussi, pour supprimer ces gestes parasites, essayer de se servir de ses mains pour créer d'autres gestes, comme par exemple des gestes emblématiques. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est quand votre corps parle sans que les mots n'aient à être utilisés. Je vous fais ce clin d'œil que j'ai réussi. Un oui de la tête, un non de la tête, un pouce levé, je souris. Et ces gestes vont montrer une espèce de connivence entre vous et moi. Une autre forme de geste, c'est le geste iconique. Je vais mimer les actions, je mange, puis je vais dormir. Pareil, c'est une façon d'occuper les mains et d'illustrer votre propos. Et enfin, les gestes métaphoriques où vous représentez des idées. J'ai mangé un plat en sauce qui avait une saveur très particulière. Vous voyez, je vis la chose en représentant avec mes mains une idée métaphorique, en mimant une action iconique ou en remplaçant les mots par les gestes emblématiques. Essayez de remplacer les gestes parasites par des gestes iconiques, emblématiques et métaphoriques. Et enfin, le pire des écueils, et c'est top que vous soyez resté jusque-là parce que vous allez comprendre quelque chose que moi j'ai rarement entendu en fait en matière de prise de parole, mais qui me semble clé. Vous savez, souvent quand je travaille avec les participants à mes formations, je les invite à se filmer. Se filmer pour pouvoir se juger. Et malheureusement, le jugement tombe souvent dans « Ah, ça que j'ai pas bien fait. Ah, ça c'est pas bien. Ah, ça c'est mauvais. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas. » Très, très mauvaise chose que de faire tout ça. Pourquoi ? Je comprends qu'on soit exigeant. D'ailleurs, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes tous sauf médiocres, tant mieux, on est deux. Mais vous savez, le problème, c'est que avoir uniquement ce qui est négatif, eh bien, vous allez diminuer la perception de vos capacités. Plus je vais me filmer, plus je vais me regarder, plus je vais diminuer la perception de mes capacités. Et le problème, c'est que si je diminue la perception de mes capacités, je vais avoir un enjeu, quoi qu'il arrive ici, je perçois un enjeu, et plus je vais diminuer la perception de mes capacités, plus je vais augmenter le stress. Puisque le stress est en vérité le delta entre la perception de l'enjeu, est-ce qu'il y a mort d'homme, est-ce que c'est super important, est-ce que je pourrais perdre mon job, au contraire avoir une opportunité, et la perception de mes capacités. Si à chaque fois que je me filme et que je me regarde, je vois tout ce qui ne va pas, je diminue la perception de mes capacités. Je diminue encore la perception des capacités. Et si je fais ça, j'augmente le stress. Donc, si je veux être à l'aise, de plus en plus à l'aise, de plus en plus performant, je dois être capable d'éviter l'écueil numéro 6, qui est celui que j'ai appelé le débrief subjectif. Je ne me jauge pas, je me juge. Je ne m'évalue pas, je suis dans une opinion de moi. Et pour éviter ça, vous devez, à chaque fois que vous vous filmez et que vous vous regardez, noter les points positifs d'un côté, mais aussi les points d'amélioration de l'autre. Vous me faites plus d'un côté et une flèche vers le haut de l'autre. On n'est pas là en train de se passer de la pommade et de se dire faut pas qu'on parle de points négatifs, mais je vous assure vraiment qu'en matière de prise de parole, le plus important c'est pas tant l'opinion des autres, mais c'est ce que vous pensez de vous-même. Parce que vous allez imaginer que les autres pensent ce que vous pensez de vous. Donc, on évite le débrief subjectif en étant le plus objectif. Il paraît que mettre un objectif sur soi, ça aide un peu. Mais au-delà de ça, en ayant d'un côté des points positifs et de l'autre des points d'amélioration. L'idéal, c'est d'en avoir autant de part et d'autre. Et si vous faites ça, vous éviterez ce dernier écueil terrible qui sape la confiance en soi, qui est celui du débrief subjectif. Voilà donc 12 erreurs, et si je suis honnête avec vous 2 secondes, peut-être même un petit peu plus que 2 secondes, si je suis honnête, il en existe au moins une centaine. Et vous avez donc vu à peu près 10% de toutes les erreurs qui existent. Mais pas d'inquiétude, si vous voulez être au top pour votre prochaine prise de parole qui arrive bientôt, ou regarder de nouveau la dernière prise de parole que vous avez faite et voir ce qui a été bien, ce qui était moins, vous pouvez déjà télécharger mon livre gratuitement, Livre Silence, en description. Et vous pouvez regarder aussi les formations qu'on propose sur le site silencecoachingprisedeparole.fr. Ça a été un plaisir de vous parler de toutes ces erreurs, et je vous dis à très vite pour une très prochaine vidéo.